avec dépeçage. Commencement d'un. La hutte était suspendue, jour se passa. Une terre basse question y arrivait avec tout, seulement nous sur l'île, le long du glacier venant du glacier, pas notre dur. Tard dans la nuit, le travail énergique de la journée au milieu de la nuit et, car en dehors, dans l'aurore boréale n'y chauffait le fourneau, vent violent, ne pouvions pas beaucoup, entrepris pourtant un, bref, ensuite nous, Suédois que c'était les glacial de la mer sorti, tout le sol gravier de moraine. C'est pas pour faire du cirque ni du cinéma. On est dans Hélène Gaudy, Un monde sans rivage. Et c'est les dernières pages retrouvées de ce journal après leur décès, donc des bribes, des fragments. Je reviens un petit peu avant. Le 8 octobre, ils cessent d'écrire. Les pages de leurs journaux d'expédition sont laissées blanches. Après les derniers lambeaux de phrases encore lisibles, c'est le silence. Il n'y a plus de mots pour ce qui va suivre. Aucun récit ne témoigne de la façon dont ils ont rejoint l'île. Il a fallu l'inventer. Sans doute, Niels se trouve-t-il à ce moment-là à l'écart des autres. Peut-être vient-il de se lever, encore englué de sommeil, pour accomplir la plus simple des tâches, la plus quotidienne, tenter d'allumer le réchaud, protéger la flamme du vent, mettre ses mains en coupe autour de la chaleur et là, dans la fente qui palpite entre les deux pans de la tente, peut-être perçoit-il un mouvement, une présence. Il se lève, il a oublié la prudence. Ils ont occulté sans doute qu'eux aussi sont des proies, de plus en plus vulnérables à mesure qu'ils s'affaiblissent, faciles à repérer maintenant qu'ils se sont sédentarisés. Leur foyer, leur tente, la flamme qu'ils entretiennent, tout cela attire les bêtes à la faim, les convoitises. Sans doute, Niels n'a-t-il pas son fusil sur lui, il l'a laissé dans le bateau à quelques mètres. Oui, il a oublié la prudence, et soudain la bête est là, immense. Ou bien il est ailleurs, quelque part, sur le rivage, à marcher pour ne pas devenir fou, à faire les 100 pas sur la grève. La lumière, même en plein midi, n'est plus la même. Chaque anfractuosité de la roche crée des ombres plus longues qui brouillent la vue et la distance, sans compter la brûlure de ses yeux, la fatigue immense. Il pourrait presque marcher, les yeux fermés, tenses et réduits, ce qui reste net, tangible. L'ours, alors, tapis dans l'une de ces ombres qui ne cessent de s'étirer, semblable de loin à un rocher, un trou dans le sol, se déplierait à une vitesse folle, serait déjà sur lui, à moins que ce qui l'attaque ait une toute autre forme, surgit du vent, de l'air, de l'intérieur de l'île ou du fond de son ventre, quelque chose de plus lent, de plus sournois que la bête blanche se frayant chemin sans qu'il y ait pris garde alors qu'il mordait dans de la viande crue, souillée, avariée, une bactérie, colonisant une à une la moindre de ses cellules, ou alors un grand vide qui s'étend peu à peu et le dévore, un creux, une carence, un manque qui brûle ses dernières forces, un vide violent comme un poison, ou bien un trop-plein de bile noire, cette forme médicale de la mélancolie. Quelque chose l'a laissé là, couché sur la banquise. Et au fond de lui, tout au fond, autre chose vacille, s'interrompt, puis reprend. Un battement, une pulsation, et si ses yeux sont grands, ouverts, peut-être y distingue-t-on, si on se penche tout contre son visage, cette oscillation minuscule, cette pulsation dans sa pupille qui se dilate, accueillant des images invisibles, enfin soulagées du paysage, avant d'être à leur tour avalées par la nuit. Images secrètes, monstrueuses et profondes, que les mots ne peuvent circonscrire, des images qu'aucun appareil ne peut produire puisqu'elles enveloppent et creusent dans le même écrasement fort l'intérieur du corps qui s'y fond tout entier. Les battements ralentissent, de moins en moins sonores. Les images se taisent, s'amenuisent, s'enfoncent. Et ce qu'il porte en lui, ce qui reste vivant, s'y fraye un chemin de plus en plus étroit, une fente qui se referme, un trait qui disparaît, ses pupilles qui se figent, ne laissant qu'un très fin cercle bleu en souligné. Le noir, c'est fini. Sa montre s'est arrêtée à 12h10. On ne sait pas quel jour. Sans doute, André et Frankel se penchent, s'agenouillent près de lui. Leurs jeunes compagnons, ils peuvent à peine y croire, osent à peine le toucher, c'est fini, pour de bon.
Peut-être sont-ils atteints par la même menace. Peut-être l'un d'eux est-il blessé ou malade, mais ils sont encore là, à cet instant précis même, s'ils semblent amputés d'une bonne partie d'eux-mêmes. Avec Niels disparaît l'attachement qui les amarrait à la terre, et sans doute prononcent-ils ensemble une prière quand il lui ôte sa veste, quand ils y trouvent le médaillon contenant la photo d'Anna. André l'enfouit dans sa poche avec un pendentif figurant un sanglier, la clé d'un cadenas, un chronomètre, un crayon, quelques pièces. Niels est mort le premier, alors que des trois, il était celui dont l'avenir semblait le plus chargé de promesses, comme si ce poids des possibles, capable d'amarrer solidement à la vie, l'était aussi de plaquer à terre une fois tout espoir perdu. Les choses dont on est privé parfois pèsent bien trop lourd. Les choses et les détails, la maison, le bosquet, le sourire. Et le jeune homme s'écroule avant les autres. Et ce qui le tenait le tue. Il traîne son corps sur plusieurs mètres. Soulève des pierres dont il recouvre sa poitrine, ses jambes, son ventre, d'abord son visage, pour ne plus soutenir ce qui lui reste de regard, cette noirceur dure fixe qui lui ressemble si peu. Ils tentent de reprendre leur souffle, le corps encore tendu par l'effroi, par l'effort, tout est allé si vite, il a fallu enchaîner les gestes sans réfléchir encore, sans réaliser. L'un peut-être soutient l'autre, je ne sais pas lequel, Frankel réconfortant André, qui se laisse enfin submerger par tout ce qu'il retenait, chagrin, colère contre son propre aveuglement. Frankel qui fond en insultes rageuses, ou alors rien que le silence, tous deux les lèvres serrées. En tout cas, ils se ressaisissent suffisamment pour prendre le soin d'enrouler la veste de Niels et de la maintenir avec une corde parce qu'elle peut encore leur servir, ou pour que quelqu'un un jour en déduise quelque chose de la fin de cette vie qu'ils ne songent plus à écrire. Niels est le seul à avoir eu droit à un tas de pierres sur son corps, à une manière de sépulture, une sorte de tertre, un mausolée. Il a eu un endroit quand même où reposer en l'enterrant ainsi. Il nous adresse aussi un message. On saura que quand il était mort, eux étaient encore là. André et Frankel restent seuls. On peut imaginer que c'est là que quelque chose en eux finit par se briser. Jusqu'à ce jour, malgré les diarrhées, les engelures, la peau de leur visage attaquée par le froid et le soleil, cette peau qui n'était plus une peau, une blessure jamais cicatrisée, minée par la monotonie des jours et l'infini du paysage. Ils étaient toujours là, tous les trois, et donc tout était encore possible. Ils pouvaient se réveiller le matin avec, au bout du tunnel encombré du sommeil, l'humble perspective d'une nouvelle journée. La mort de Strindberg fait voler tout cela en éclats. Les jours cessent de s'enchaîner. Le ruban est cassé. Au réveil désormais, il y a ceux-là qui se dressent dans l'angle mort de leur champ de vision. Ce mausolée de fortune dont sortent les pieds de leurs jeunes compagnons. On peut penser que André et Frankel cessent alors de lutter ou qu'ils n'y emploient plus la même énergie, la même confiance, que cela suffit. Il leur a fallu pour continuer une coordination rare. Tous les rouages des membres de l'esprit étonnamment aptes, ils l'ont prouvé, à s'accorder. Il a fallu que tout s'imbrique, que les muscles se mettent en marche ensemble, chacun entraînant les autres et les nerfs et les humeurs retenues du corps, juguler les pensées, les laisser couler quand il fallait, avec peut-être des larmes dont leurs journaux n'ont gardé aucune trace, mais on devine que le moindre doute pouvait suffire à révéler ce qu'ils étaient déjà, des carcasses à peine animées par la merveilleuse machinerie de leurs espoirs. Au temps lointain où ils vivent, où bientôt ils mourront, il reste encore des zones blanches. Il ne suffit pas de retrouver son chemin pour que la civilisation soit là intacte au détour d'une montagne dans le flux tendu des voitures. Ces chemins qui mènent aujourd'hui d'un bout à l'autre de la terre, André, Strindberg et Frankel font partie de ceux qui les ont ébauchés, ont amorcé un trait, une route, une cartographie que d'autres reprendront après eux, puisqu'il faut être nombreux pour dessiner le monde et peu à peu le posséder. Ils ont participé à cette grande entreprise d'apprivoisement du paysage, sans savoir qu'une fois menée à son terme, elle compromettrait ce qu'ils avaient cherché avec tant de ferveur, la possibilité de l'aventure. Mais ils ne sont pas assez nombreux, ces chemins, pas assez denses encore pour être leur salut. Alors ils restent là, tout au bout de la route, avalés par les marges d'un désir inachevé.
Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que André tente de rassurer son compagnon, lui dit la fin de l'hiver, la mer libre sur laquelle se lançaient au printemps dans leurs canots qui disparaît sous la neige comme jadis la toile de leur ballon? Est-ce qu'il lui rappelle l'histoire de Nansen, de Johansen, survivant tout l'hiver dans leurs trous, faisant de la couture à la lumière des lampes, de tous ces hommes avant eux et des miracles qui les ont extirpés de la glace où ils étaient eux-mêmes plongés, où ils s'étaient est-ce qu'il lui rappelle l'histoire de Nansen, de Johansen, survivant tout l'hiver dans leurs trous, faisant de la couture à la lumière des lampes, de tous ces hommes avant eux et des miracles qui les ont extirpés de la glace où ils s'étaient eux-mêmes plongés avec tant d'ardeur et d'enthousiasme, ou bien de ce qu'il pourra retrouver au pays, ces visages dont on ne saura rien, que Frenkel emportera avec lui, mais dont peut-être il leur reste le partage. Est-ce que lui vient aux lèvres quelque chose comme les chansons douces, désarticulées de fatigue et de nuit, qu'on chante aux tout petits enfants, mêlés au souffle court de l'autre avant qu'il cède? Est-ce qu'il lui ferme les paupières, pose une main sur son front, ou est-ce qu'il feint de ne pas voir, de ne pas entendre, pour faire durer encore un peu leur dernier compagnonnage? Assis sur le rebord d'un rocher, son fusil à portée de main, des munitions dans la poche, aussi bien droit comme dans ce train qui les menait vers le nord, André devra s'avouer que tout est bien fini. En hiver, au Svalbard, la lune ne se couche jamais. Elle est là quelque part, seule forme vaguement familière, reflétée par la mer, par la glace. Plus aucun souffle ne résonne sur le campement, à part celui des ours qui viendront bientôt prendre ce qu'il y a à prendre. Peut-être qu'André avale d'un coup tout ce qu'il reste de morphine. Peut-être se contente-t-il d'attendre, de regarder. Peut-être que la banquise a brûlé sa rétine avant de brûler sa peau, que cela fait des semaines qu'il est aveugle, peut-être qu'elle a fermé ses yeux si avides de la voir qu'elle a eu raison de lui. Est-ce qu'il s'avoue enfin, même à demi-mot, l'échec de son entreprise, à moins qu'elle continue jusqu'au bout, à admirer l'île blanche, dans le silence troublé par les cris des mouettes et des bernaches, heureux jusqu'au bout d'être arrivé là où si peu d'hommes avaient marché. Hélène Gaudy, voilà, on est en 1930. On découvre sur une île, dans l'archipel du Svalbard, à cause d'une exceptionnelle fonte des glaces, paraît-il. Des corps, les restes d'un campement de fortune. C'était beaucoup plus tôt, en 1897. Salomon August André, Knut Frenkel, Niels Strindberg avaient décidé de gagner le pôle Nord en ballon. C'était une grande première. Ils ne sont pas revenus. Par contre, en 1930, près de ce qui reste de ce campement et des corps, on découvre des pellicules photographiques, évidemment non développées, mais que le froid avait conservées intactes. On découvre ces bribes, elles, dégradées du journal tenu par, j'oublie toujours, Salomon August André. Avec ce peu, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut rajouter le mythe, l'appel du blanc. Repenser à Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe, repenser au voyage de Baudelaire, repenser à toute cette littérature, y compris le quart-livre de Rabelais, les paroles gelées. Où est-ce qu'ils vont? Ce contournement par le nord, par le détroit de Bering, et puis tous ces récits qui sont survivre dans ce qui ne laisse pas survivre. Moi, mes préférés, par exemple, c'est l'épopée de Shackleton. Quel livre! Et puis, la preuve qu'on est dans le mythe, prenez tout petit peu avant aussi l'équipée de ces deux bateaux, l'Erebus et puis un autre. On savait où il avait sombré. Eh bien, l'autre bateau, juste là, c'est la semaine dernière, un article. Cet été, une expédition l'a trouvé en reposant par 200 mètres de fond, mais là encore, totalement intact, au point que l'été prochain, on va faire une expédition avec des robots sous-marins pour pouvoir entrer dans la chambre du capitaine et que probablement on va trouver là aussi ces traces. Donc c'est une part
commune l'expédition. C'est-à-dire quand il n'y a plus rien, quand on avance vers le blanc, que le corps même est dépourvu de tout, que tout devient hostile, même la lumière, le froid, tout ça, et puis ce confinement de 3 hommes l'un avec l'autre, eh bien, est-ce que c'est de la fiction? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, tout ce qui est documentable, le journal, les photos, c'est-à-dire c'est ça précisément, fiction, non-fiction, mais un curseur avec ces photographies retrouvées. Et puis le parcours, le marathon, l'épaisseur, on en a plus de 300 pages de ce récit, c'est-à-dire l'épopée. Là j'ai lu petit bout de la fin, mais c'est comme la tragédie grecque, la fin de toute façon tout le monde la connaît. Est-ce qu'elle débarque Hélène Gaudy? Non, moi, comme beaucoup de gens, c'est par une île, une forteresse. Ça c'était chez Inculte, je crois, et celui-ci est directement chez Actes Sud, la maison mère d'Inculte. Mais évidemment qu'avec Hélène Gaudy, on n'a pas affaire à des choses d'opportunité, on a une recherche de quelqu'un sur lui-même, une île, une forteresse, bon, comme par hasard, là encore, un monde sans rivage, on est sur une île, l'île forteresse, vous savez, c'était le camp de Thérésine, et puis cette même enquête, à proximité même de la boutique des objets souvenirs, des cartes postales, du bribe de béton, des bouts d'herbe dans le ciment, et puis c'était ça qui faisait ce livre témoignage fabuleux. Hélène Gaudy, un monde sans rivage, pour le plaisir de lire cette prose et comment la prose peut elle-même être soufflée, s'élargir quand on la confronte bien sûr au blanc, au froid, à l'espace, quand on la confronte surtout à l'idée que la fin, c'est pas la fin du livre, c'est la fin de ces hommes qui devient la fin même de l'écriture, avec ce journal qui se dégrade. Et puis, en même temps, cet élargissement, c'est-à-dire que le livre, en appelant et en convoquant et en phagocytant cette fin d'aventure à partir de tout ce qu'il a documente, mais c'est des restes, mais c'est des bribes, nous fait vivre l'élargissement infini. Et précisément, c'est ça la circularité, c'est cet élargissement infini qui a mené à l'écriture. Et puis on a fallu du temps pour passer d'un livre à l'autre. Cet élargissement infini qui est l'appel même de l'écriture. C'est pour ça que c'est un sacré livre. À demain.